I'd rather be with you. Yeah. Yeah, I'd rather be with you. Hello everybody, bienvenue sur Radio Good Vibes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement confinés à la maison et que vous gardez la patata. Donc l'objectif de ce live today, c'est d'avoir une conversation avec Chloé, de rencontrer Chloé, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est que Ada Tech School. Et on va aller un peu, on va se laisser aller à une conversation simple, chill, pour te découvrir. Moi, je te connais déjà un peu, mais j'ai hâte que tout le monde apprenne à te rencontrer, savoir un peu qui es-tu. Donc, alors, ma chère Chloé, on démarre avec ma question préférée qui est comment ça va? Écoute, moi, ça va très bien. Franchement, ça va même très, très bien. Moi, je kiffe à ce stade le confinement. C'est vrai? Ouais, vraiment. T'arrives à t'en tirer bien? T'es où, là, hein? Alors, moi, du coup, j'ai quand même une situation qui est pas mal. Je suis à Antibes. Oh là là. Pour la petite histoire marrante, c'est que le week-end juste avant le confinement, j'allais rencontrer mes beaux-parents pour la première fois et que le confinement a été annoncé, donc nous ne sommes jamais repartis. Donc, ce qui s'est passé en des jours à la rencontre des parents de mon ex. Oh, le piège! Elle se retrouve coincée dans la maison des beaux-parents. Magnifique. Mais bon, la maison a jardin. Attends, je te montre. Est-ce que tu vois face à quoi je travaille ou pas? Oh là là, très sympa. Voilà. Ah oui, oui, oui. Jardin, soleil, vue sur la mer et tout. Donc du coup, tu vois, c'est pas mal. Ah, t'es bien. Ouais. Ah bah écoute, je suis très contente pour toi. C'est des super conditions. Donc tu vis bien le confinement? Je vis très bien le confinement, ouais. Bon. Raconte-nous, Chloé, qu'est-ce que c'est Ada Tech School? Qu'est-ce que tu as créé? Alors, Ada, ça a l'ambition de devenir l'école Montessori de la tech. Donc, c'est créer un système d'apprentissage de la programmation qui soit beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus créatif et qui puisse permettre en fait de développer une nouvelle culture au sein de la programmation et au sein du milieu de la tech, qui soit du coup plus accueillante, plus accessible. Et nous, on a un gros combat, c'est l'accessibilité auprès des femmes. Donc, nous, on est une école qui est féministe. On se bat pour qu'il y ait plus de meufs qui viennent apprendre à coder. Et donc, du coup, nous, aujourd'hui, on a 70% de nos apprenants qui sont des apprenantes. Et voilà, donc du coup, c'est créer une culture, c'est une école pour créer une culture du code qui soit plus féminine, plus créative et plus humaine. Alors, d'ailleurs, ça s'appelle référence à Ada Lovelace. Ada Lovelace, une comtesse du XVIIIe siècle anglaise, qui est considérée comme la mère des algorithmes, en fait. Elle avait créé, alors à cette époque, il n'y avait pas du tout d'ordinateur, mais elle a créé avec une machine et des petites cartes perforées le premier algorithme de l'histoire, en fait. Et donc, du coup, elle est considérée comme la mère du code. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'histoire de l'informatique, il y a des grands noms de femmes qui ont été un petit peu oubliés, un petit peu gommés dans l'histoire. Et donc, l'idée avec Ada, et donc par ce nom, c'est de rappeler qu'il y a des meufs qui ont pesé dans l'histoire de l'informatique et rappeler que du coup, il y a une place aussi pour elles. Ok. Arrêt sur image, Ada Tech School. Donc, c'est combien d'élèves? Ça a ouvert depuis quand? Ça coûte combien? Et à la sortie, j'ai appris quoi et je peux faire quel métier? Ok. Ada, ça a ouvert en... C'est vachement de questions. Ouais. Alors, c'est un peu le burger de la mort dans Burger Quiz. Alors, Ada, ça a ouvert en octobre 2019. On fait 3 rentrées par an. Là, du coup, on a fait une rentrée en février, on fait une rentrée le 20 avril qui aura lieu à distance. On est 15 apprenants. La question, c'est une formation en 2 ans, 9 mois dans l'école, 1 an en alternance. On vous forme à la programmation. On a une approche qui est généraliste. En gros, il n'y a pas de prérequis technique à l'entrée. On ne vous demande pas d'avoir eu d'expérience avant en programmation. Donc, le but, c'est que la formation vous serve à mieux comprendre ce que c'est le code, à avoir une approche qui soit globale, que ce soit de toutes les stacks, etc. Et que du coup, ensuite, vous puissiez définir si vous êtes
plutôt un développeur qui code sur l'interface qu'on voit sur notre écran, plutôt sur la base de données ou encore plus loin près des serveurs. On va vous faire découvrir ces situations techniques. Et à la fin, dans votre alternance, vous allez choisir ce qui vous plaît. Donc, c'est une formation qui est généraliste. Et à la fin, du coup, vous devenez développeur, développeuse dans la stack qui vous plaît plus, front-end, back-end, base de données ou administration système. Comment on fait pour rentrer? Donc, du coup, pas très requis technique, ce que je disais, pas besoin d'avoir déjà appris à coder. Nous, notre mode de sélection, en gros, on recrute des personnes qui fitent avec les valeurs, qui ont envie d'apprendre à coder. Ça, c'est hyper important. En gros, nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'on pense, mais d'ailleurs qui prouvait, en gros, le département de l'informatique au MIT, il n'est pas du tout dans le département des maths, mais il est dans le département de la linguistique. Donc, en gros, le code, ça s'apprend comme une langue vivante, c'est comme apprendre le chinois. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est-à-dire qu'il faut quand même se motiver, mais ça veut dire que c'est à la portée de n'importe qui. Donc, nous, on regarde si les personnes sont déterminées. Si elles fit avec les valeurs, elles vont avoir envie de bosser en équipe, parce que nous, notre pédagogie, elle est ultra collaborative, ultra autonome, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont se prendre en main, qui n'ont pas envie qu'on leur donne la béquille. Donc, du coup, c'est un questionnaire de motivation. Ensuite, on vous reçoit en entretien 1 heure, et ensuite, vous avez la réponse si oui ou non, vous nous rejoignez. Et le prix, c'était ça ta question. Le prix, c'est 8 000 € par an. La seconde année, c'est entièrement prise en charge par les entreprises. Vous gagnez un salaire. Donc, au bout de 9 mois de formation, vous gagnez un salaire qui est supérieur au SMIC. Vous êtes placé en entreprise. Donc, le coût de la formation, c'est de 8 000 € pour 2 ans aux yeux de l'apprenant. Ok. Et là, tu as le recul sur combien de… Là, tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça à Datex School. Donc, tu n'as pas encore de gens qui ont terminé la formation, si? Non. Ils partent en septembre. Donc, on aura du recul sur les placements en septembre. Là. On va voir. Alors là, c'est un peu compliqué du coup avec le coronavirus qu'avec les politiques de recrutement, on va voir un peu ce qui se passe. Mais voilà. Et du coup, pour un peu, tu vois, se prémunir, parce que on avait 1 an, il fallait qu'on valide quand même que notre cursus il était ancré dans le réel. On bosse avec des entreprises qui du coup s'engagent à recruter des apprenants chez nous. Parce que du coup, on leur a parlé de notre cursus, on collabore, on fait les challenges, on invite des gens de chez eux qui viennent animer des cours. Et donc, du coup, on bosse avec des boîtes comme Trainline, comme Deezer, comme Le Bon Coin, qui viennent chez nous et qui ont un droit de regard, en fait, sur le cursus d'une certaine manière. Donc, ça, c'est un peu la manière de dire que, voilà, on est quand même vraiment encore en lien avec des entreprises, même si on n'a pas encore passé des gens. Comment ça se passe là, confinement? Vous vous êtes adapté? J'imagine que tout est passé en ligne. Les élèves, ils peuvent avoir le même accès aux mêmes cours, mais simplement en ligne, c'est ça? Ouais. En gros, on a une pédagogie qui était facile à basculer en ligne. On a une pédagogie de projet. Donc, du coup, il y a très peu de… on vous les assoit rarement dans une salle tous en même temps en rang à écouter un prof. Donc, c'est une pédagogie de projet. Donc, nous, on leur donne des contraintes et après, on les laisse s'amuser avec. Et on a un encadrant qui est en disponibilité, un facilitateur qui vient. Donc, du coup, en fait, ça se passe assez facilement en distanciel. On utilise des outils de GitHub, Zoom, une plateforme de partage de contenu qui s'appelle Discours chez nous. Et on les a passés en distanciel. C'était un truc qu'on avait déjà testé avec les grèves en décembre et là du coup ça a été fait assez facilement. Qu'est-ce que ça veut dire, Chloé, une école qui est pensée pour tout le monde, en fait, une école de code pensée pour tout le monde? Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport aux autres écoles qui enseignent la programmation? Ouais. Déjà, enlever les prérequis techniques à l'entrée, c'est beaucoup. Parce que quand on dit vous avez un test technique, il y a plusieurs trucs qui se passent. Il y a la sélectivité du test technique en lui-même, de dire que en fait, du coup, il y a des gens qui ont le niveau, probablement des gens qui ont déjà un peu touché avant, et des gens qui n'ont pas le niveau. Mais il y a aussi un peu en amont, il y a une présélection, une auto-sélection qui se fait avec ces tests techniques de personnes qui en fait ont peur d'aller passer le test technique. Et ça, c'est un truc qu'on voit vachement chez les femmes. Il y a des études qui montrent que quand on montre une job offer, un mec va postuler à 50% des compétences, une nana à 100% des compétences. Et du coup, un test technique, ça fait un peu ce truc-là. Et donc, du coup, ça fait un processus d'autosélection qui repousse certaines personnes en amont qui sont… Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'auto-censure par rapport au concours? Ouais. Ok. Exactement. Parce qu'on ne se croit pas capable? Ouais, exactement. Ok. Donc ça, c'est un premier truc. T'enlèves la partie sélection technique. Ouais, et tu valorises d'autres compétences
que tu peux appeler de manière un peu, on appelle un peu de manière Généraliste. etc., généraliste, et tu valorises d'autres compétences, des engagements personnels, tu vas leur demander quels autres projets ils ont menés, tu vas regarder quels autres, quel est leur mode d'apprentissage, et donc du coup, est-ce que ça va fitter, etc. Donc nous, on essaie de comprendre autre chose que juste est-ce que en fait, tu as déjà programmé ou pas, mais plus est-ce que tu as mené des projets de A à Z, tu t'es lancé dans des trucs que tu connaissais pas et tu t'es dépêtré, tu es allé chercher des informations par toi-même, parce que ça, c'est quand même le job d'un développeur ou d'une développeuse, c'est d'aller chercher des informations. Et c'est ça plutôt qu'on essaye de regarder, c'est ces compétences-là, qui sont en fait des compétences avant tout humaines. Et nous, c'est ce qu'on considère. Pour être une bonne développeuse ou un bon développeur, en fait, pour faire du software, il faut avoir des soft skills. Ok, d'accord. Donc, pas de test technique à l'entrée. Et ensuite, dans la façon dont vous avez designé et pensé le programme, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une école classique de programmation? Ouais, je reviens un peu en amont. Au-delà de ces trucs techniques, c'est aussi casser la représentation qu'on peut se faire de ce que c'est un dev. On essaie de casser le cliché, le stéréotype et tout, parce que du coup, quand on se reconnaît pas dans la représentation, on se dit c'est pas pour moi. Donc on essaye de péter les représentations. C'est un peu ce que je disais sur les maths et les langues vivantes. En fait, c'est pas apprendre des maths, c'est pas un truc de gros techos, solitaire et tout. C'est un truc de parler une langue vivante. En fait, ça se parle avec les autres. C'est hyper littéraire, la programmation. Donc on essaie de casser cette représentation pour dire en fait, vous allez voir, c'est fait pour pas que ces personnes-là, c'est fait pour tout le monde. Donc ça, c'est l'amont. Et puis effectivement, il y a l'aval, ce qu'on fait en termes d'apprentissage. On apprend avec les autres. On a essayé de couper au maximum justement tout ce qui était compétition, génération de stress par des notes, etc. On est en train de designer un parcours de validation de compétences qui soit individualisé. Ça s'appelle les open badges. Et donc ça, en fait, ça permet de avoir un apprentissage beaucoup plus individualisé, du coup beaucoup moins stressant, et donc du coup de permettre à des personnes de ne pas avoir une espèce toujours de complexe de l'imposteur et de peur de devoir toujours rattraper les autres, etc. Donc du coup, c'était un environnement bienveillant, un environnement qui repose énormément sur la collaboration et la communauté et l'échange humain. Et ça, pour moi, c'est du coup faire un environnement qui est beaucoup plus inclusif et beaucoup plus accessible, en fait, parce que plus bienveillant et plus porteur en termes d'humain. Donc, vraiment, tu as tout changé, et dans la perception, et dans la sélection, et dans la façon dont on apprend la programmation. Et le résultat, tu as été étonné, du coup, tu dis que tu as 70% de nanas dans tes élèves. Ouais. Si tu devais nous parler un peu des profils des élèves de Data School, qui sont-ils? Ouais, on a des profils ultra diversifiés. En fait, c'est ça qui a été marrant, c'est qu'en cassant ces représentations, en adoptant un discours ultra inclusif, féministe, etc., en fait, on a regardé nos apprenants après. Et en fait, on se rend compte que la diversité, on la retrouve du coup à tous les niveaux. C'est pas qu'une diversité de sexe, en fait, c'est une diversité de provenance sociale, c'est une diversité d'origine même. On a une personne à ADA qui a des origines françaises. On a une diversité d'orientation sexuelle aussi. On a 80% des apprenants à ADA qui se considèrent comme non hétérosexuels, non binaires, quoi. 80%. Ouais. Waouh. On a deux personnes sur nos apprenants qui avaient une expérience préalable en programmation. Beaucoup viennent de la psychologie, de bac-L, etc. On a une vraie diversité, en fait, qui est de background académique, d'orientation, d'origine sociale. Donc, en fait, quand tu designes quelque chose quand tu designes un programme beaucoup plus pour les femmes, alors que c'était une minorité dans cet environnement-là, finalement, tu n'ouvres pas la porte qu'aux femmes, tu ouvres la porte à tous ceux qui se sentent ne pas correspondre à la norme. Exactement. C'est fou. Ouais. Et ça, c'est le truc qu'on s'est rendu compte et qu'on prend beaucoup de plaisir à réaliser maintenant. Et du coup, ça crée quelque chose de super, super riche. Et moi, j'ai une de nos apprenantes qui nous disait, mais en fait, c'est incroyable. Elle avait Sciences Po. Elle disait, c'est incroyable la richesse, la diversité de profils qu'on a ici, qui vient donc pas forcément de grands background académique, comme on peut le voir avec Sciences Po. Mais elle me dit, je trouve les gens, c'est d'une richesse incroyable et il y a une vraie diversité. C'est un peu United Color of Benetton, quoi.
La diversité résout tout. Elle te force à penser différemment. Et là, de mettre des profils aussi variés dans la collaboration, ça doit être incroyable. Qu'est-ce que toi, tu as appris personnellement sur cette année donc, c'est ta première boîte à Datex School, hein, c'est ton projet, tu es sorti, donc toi, tu as fait HEC. Donc, le parcours on ne peut plus classique. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors déjà, qu'est-ce que tu as appris avec cette première année? Déjà, on va rester là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris sur cette première année d'Adatex School? Des surprises en créant ce projet? Justement, il y a eu un truc de déconstruction à faire, justement, parce que HEC, classe préparatoire, etc. Moi, je me suis associée avec Yannick François, qui est un dev autodidacte, qui a 6 ans d'expérience en pédagogie, qui baigne dans justement toutes les pédagogies alternatives. Moi, j'avais hyper envie de faire un truc de pédagogie alternative, on pourra en reparler après. Mais lui, il est venu avec des trucs genre, on va pas mesurer les absences, on va pas mesurer les notes, etc. Donc, moi, venant d'un parcours ultra classique, il y a eu énormément de déconstruction. Mais après, je me dis, bon, si on a envie de faire un truc nouveau, je vais faire confiance à quelqu'un qui a de l'expérience derrière et on va bosser là-dessus. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de trucs de déconstruction. Il y a eu beaucoup, moi aussi, même au sein de mes équipes, en fait, de s'ouvrir à la différence, que ce soit les devs, les encadrants, que ce soit mes équipes, nous qui bossent full-time. On est 10 avec les encadrants. Et donc, du coup, moi, ça a été justement cette ouverture aussi à la différence, cette déconstruction de moi, mon petit moule d'HEC. Et j'ai trouvé ça à la fois très dur, hein, franchement, mais passionnant aussi, que ce soit en termes de management, d'organisation, d'apprentissage et de conception de la réussite. C'est vachement ça. Et je me fais un peu l'avocat du diable. Tu as fait classe prépa, tu as fait les concours, tu as vu quand même ce que c'était et les bénéfices que ça peut apporter de se contraindre à un modèle. Là, tu pètes le cadre, du coup. T'as pas peur de perdre une forme d'exigence, une forme de rigueur en pétant le cadre? Si. Et si, il y a eu beaucoup de ça. Mais donc, du coup, c'est ça qui est passionnant dans notre taf. C'est une fois que tu as déconstruit, qu'est-ce que tu apprends pour recréer du cadre, un cadre qui est différent, un cadre qui est décalé, pour recréer un modèle. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, on a eu la vision de l'école Montessori de la tech. L'école Montessori, elle a pété le cadre, mais elle en a recréé un autre. Les gens qui sortent de l'école de Montessori, c'est pas des nuls, au contraire, ils sont souvent en avance. Et donc, c'est ça le but, en fait, c'est de recréer un cadre qui est décalé. Comment, en fait, tu peux... Qu'est-ce qui cadre aujourd'hui, du coup? Ouais. Alors, nous, la première chose qu'on a mis en place, c'est le lieu. Alors, c'est un peu, du coup, c'est un peu aujourd'hui mis en challenge, mais c'était les rassembler et les faire se rassembler à un lieu de rendez-vous. Ensuite, il y a eu un planning. On a un planning qui est très clair, qui est le même toutes les semaines, avec, en fait, c'est plus des briques. C'est le matin, on fait des exercices d'approfondissement. L'après-midi, vous êtes en autonomie. Et le soir, on fait une clôture. Tout le monde s'assoit en cercle et raconte sa journée, ses frustrations et tout. On invite des invités. Alors, excuse-moi, Chloé, quand tu dis le matin, on apprend, l'après-midi, on se démerde et le soir, on débriefe. Ouais. En gros, chaque journée, tu as un projet ou c'est des projets qui sont à la semaine? Projet à la semaine ou 2 semaines. C'est des séquences d'1 à 2 semaines. Ok, d'accord. Ouais. Et alors, ce débrief de la fin de la journée, ça s'est fait maison, c'est quoi ça? Ouais, la clôture. Ouais, c'est fait maison. C'est fait maison, tu as un totem de parole qui passe de main en main. Quand tu as le totem, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de poser des questions à quelqu'un, tu ne parles que de toi et de ton ressenti. Et en fait, ça permet déjà, ça crée un énorme moment de transparence. Comme tu n'as pas le droit de se ping-ponger, etc., tout le monde se tait, c'est de l'écoute. En fait, c'est un vrai moment du coup de bienveillance, de transparence. Ça permet de clore les journées parce que on se retrouve avec des personnes qui expriment leur frustration. En fait, on se rend compte que les personnes ont les mêmes frustrations. C'est dur quand même l'apprentissage de la programmation. Donc, c'est cool de pouvoir entendre quelqu'un dire j'ai galéré sur ça, etc. On se sent moins seul en fait. Et ouais, ce truc fait maison, ça permet de rassembler la communauté. Et ça, en fait, on le fait même à distance. Hein. On se donne rendez-vous tous les soirs sur un Zoom. Et alors, le temps de parole est un peu plus chelou à faire passer en virtuel. Mais il y a vraiment une notion de collectif, de groupe et d'avancer ensemble. Ouais.
Moi, je connais ça avec Gold Up. On fait beaucoup de collectifs, en groupe et d'avancer ensemble. Dans les dynamiques communautaires, on dit souvent que le pire de tes éléments, hein, il y a toujours des gens ou des individus qui fitent pas, qui veulent pas ou qui voilà, qui sont pas ils sont pas à leur place, tirent l'ensemble du groupe à son niveau. Tu le remarques ça ou pas? Si les gens qui fitent pas, en gros, c'est ont un impact sur l'ensemble du groupe. ouais. Comment tu contrains ça en fait? Ouais. Parce que dès que tu t'es plus dans une dynamique individualiste, que tu es dans une dynamique collective, tu as ces problèmes-là en fait. Tu peux pas, c'est difficile d'avancer s'il y a certains éléments qui n'avancent pas en fait. Ouais. Nous, j'ai le sentiment que tout le monde avance dans la même direction. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on a un volume qui est encore réduit. Par contre, il y a des opinions politiques dans cette diversité qui sont très très fortes et qui parlent très très fort. Et ça, du coup, ça a été un challenge d'accepter que tout le monde ne pensait pas la même chose. Et moi, c'est un truc, ça, c'est un des trucs ouf que j'ai appris parce que j'étais engagée politiquement de manière relative et j'ai vu en fait le poids de l'engagement politique des personnes et vous savez, c'est des déjeuners de famille où tout le monde se clash, etc. Ça peut partir comme ça à l'école. Franchement, les engagements politiques, c'est un délire. C'est franchement, ouais. Et du coup, ça, c'est un truc, mais du coup, la parole est très libre. Et donc, du coup, on en parle justement. Ces trucs de politique, c'est pas un non-dit. En gros, je vais vous dire très simplement, je suis considérée comme la capitaliste de l'école et j'ai des apprenants qui se considèrent comme communistes. Et donc, du coup, ça crée en fait ça crée des discours, ça crée des prises de position, et en fait, on essaie d'en parler au maximum. C'est ultra transparent, c'est quelque chose dont tout le monde parle, c'est qui est le communiste et Chloé est la capitaliste, et on en discute. Mais c'est vrai que ça, du coup, dans une dynamique de communauté, ça résonne très fort. Les dissensions résonnent très, très, très fort. Je pense que ça n'empêche que le groupe avance quand même avec sa diversité ensemble. Ok. Qu'est-ce qui fait dans ton parcours, qu'est-ce qui explique que tu t'es intéressé à un moment donné au développement et à la pédagogie, à la programmation et à monter à Datex School en fait? D'où ça vient en fait? Ouais. À quoi à quel moment c'est c'est venu en fait à la fin de ma dernière année d'HEC. C'est venu, je vais le faire chronologiquement comment ça s'est passé dans ma tête. J'arrive à la fin d'HEC. J'étais en major entrepreneur parce que ça me faisait kiffer de créer quelque chose. J'avais bossé en start-up en stage. Je me disais c'était vraiment cool quand même de toucher à des trucs où on avait le cambouis jusqu'aux mains, penser stratégie, voilà, appuyer sur des boutons. Dès qu'on pensait à un truc, on pouvait appuyer sur les boutons. Donc je suis partie en major entrepreneur. Et je vois à ce moment-là tous mes potes qui, malgré un parcours d'excellence, à qui on nous leur a dit qu'ils ont fait tout ça pour qu'on leur ouvre leurs portes, et bien ils arrivent à la fin, ils ont toutes les portes ouvertes et ils se demandent bien ce qu'ils vont en faire. Et en fait, un peu cette question du sens, cette question de l'utilité de la formation et de son éducation, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez ouf, parce que du coup, je vois mes potes sortir d'école, ça fait ça, je vois ma petite sœur sortir du lycée, ça fait ça, et en fait, juste le truc qui te saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois que tu sors de l'école, alors que l'école doit te donner des outils pour choisir un avenir professionnel et épanouissant pour toi, en fait, à chaque fois qu'on sort, tu es désorienté à te demander bien à quoi ça sert. Et en fait, moi, ça vient de 3 sujets. Pour moi, c'est on s'ennuie à l'école, on est hyper passif, c'est hyper descendant comme système. Donc, du coup, à la fin, on se demande bien, on a un peu genre, ok, c'est comme si on nous avait poussé de la falaise. Il y a une dimension aussi où on se connaît très mal, très peu de place qui est laissée à l'écoute de soi, ses envies, la dimension vraiment humaine, quoi. Et la 3e, c'était l'état d'esprit de dramatisation de l'échec. En gros, on a peur de se planter. Du coup, hors l'orientation et les choix qu'on fait dans sa life, c'est le test et j'apprends, test and learn. Que ce soit une erreur ou pas, c'est l'expérimentation et j'avance. Et je trouvais que tes parents sont des entrepreneurs ou pas? Non, alors à cette époque-là, il ne l'était pas. Ma mère, entre-temps, oui, il est devenu. Mais mon père est pilote d'avion, donc c'est l'inverse de l'entrepreneur, je pense.
C'est de la procédure, de la peur du risque. Donc pas du tout. Et donc, du coup, voilà, j'arrive à la fin d'HEC et je vois ça. Je me dis, j'ai envie de monter une boîte dans l'éducation. Je monte une première boîte qui était des formations parascolaires pour les lycéens. Un peu avec ces 3 sujets de comment je peux aider à les retrouver comment à repenser l'orientation. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'1 an à rencontrer des lycéens que le parascolaire, c'était un peu un pansement et que le vrai truc, c'était de réinventer le système éducatif supérieur. Ok. Il y a Greg qui disait les bootcamps explosent depuis des années, mais le choix d'une durée de 2 ans d'un cursus généraliste, c'est des marques de la concurrence. Pourquoi ce choix? Ouais. Justement, l'objectif, c'était d'aller à un truc un peu contraire au bootcamp. Première chose, c'est parce que justement, on avait envie de développer ces soft skills. On avait envie de développer cette capacité d'apprendre à apprendre, cette capacité de se présenter, etc. On voulait aussi s'attaquer à une cible plus jeune. Nous, les apprenants à ADA, ils ont en moyenne 25 ans. Pour la plupart, ils n'ont pas bossé. Donc, du coup, il y avait aussi de prendre ce temps de former des personnes. Et puis aussi, donc ça, c'est la partie humaine, formation d'une école, quoi. Et puis, il y avait aussi cette dimension de technique, en fait. C'était d'aller moins vite sur la technique, d'aller sur une formation plus généraliste, plus de situations techniques, plus de langage, plus de cas d'usage, plus de hauteur sur la programmation à prendre. Et donc, du coup, effectivement, ça a été délibérément ce choix fait pour une formation où on prend le temps de se développer, que ce soit ses hard skills ou ses soft skills. Et voilà, avec moins de... T'es dans du temps long. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui fait que quand on a... T'as quel âge, Chloé? J'ai 25 ans. Ok. Qu'est-ce qui fait quand on a 25 ans, donc j'imagine donc même avant, donc à 24 ans, on a envie, avec autant de passion que toi, d'accompagner les autres et surtout de créer un environnement qui soit inclusif. Qu'est-ce qui s'est pas trouvé, qu'est-ce qui chez toi ne s'est pas trouvé, on va dire inclus quelque part, ou rejeté par ailleurs? Parce qu'on répare toujours ces blessures à soi dans la création dans ce qu'on fait en fait. C'est toujours le miroir des blessures qui sont les nôtres. Ouais, alors ça c'est un truc perso que je bosse chez le psy, hein, la T'es pas obligé de rentrer profondément dedans, tu peux juste nous en parler sur. Mais sans partir là-dedans. Non, mais il y a plusieurs trucs qui sont beaucoup plus faciles à expliquer là en live. Le premier, c'est moi j'ai fait une classe préparatoire où j'étais dernière. Alors bonne classe, j'étais à Stan dans un environnement très 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 exigeante, très exigeante. Ouais, très exigeante, ultra masculine, milieu super conservateur, etc. Dans lequel j'ai pas du tout fité, dans lequel j'ai fini dernière de promo, donc 98e sur 98. Donc 2 années, 2 années vraiment pas cool, à pas fitter, à bosser comme une ouf et à pas comprendre. En fait, j'avais l'impression de taper un plafond de verre. J'avais beau bosser, taper un plafond de verre. Et quand je suis arrivée au concours, je me rappelle, ma mère m'a dit comment tu te sens? Et moi, je lui ai dit je chante puis c'était dans ma tête. Mais je chantais en fait, il y avait un truc qui était dans ma tête, il y avait un truc de. J'étais pas bien quoi là-bas. Et donc, du coup, au concours est arrivé ce qui est arrivé. J'ai intégré HEC. Donc, ça, c'est un premier truc. C'était en fait dans un environnement dans lequel je fitais pas, je me sentais pas incluse, j'avais pas de potes à Stan, j'étais plutôt harcelée. En fait, du coup, ça m'a mis en difficulté en fait, et il y avait rien à faire. J'avais beau bosser, j'avais beau m'échiner, il n'y avait rien à faire. Et que le jour où, en fait, je me suis dit, pète ces espèces de croyances limitantes que tu as dans la tête, et en fait, tu peux le faire. Moi, je crois énormément au super pouvoir et à l'inhibition qu'on arrivait à créer chez nous. Et en fait, si tu arrives à les désinhiber, en fait, tu peux faire 4 fois mieux que ce que tu as fait. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, il y a eu une deuxième expérience. Et ça, c'était en stage en finance, où on m'a dit… Excuse-moi, mais le résultat au concours, ça a été quoi? Ça a été que tu as eu HEC. J'ai eu HEC, j'ai été 700e sur 700 à HEC. Donc après avoir été 98e sur une classe de 98, tu as été 700e sur 700. Ouais, le but, c'est de passer. Hein. C'est magnifique. Okay. Et donc, du coup, HEC, tu te poses pas trop de questions, tu te poses pas trop de questions, t'es tué à l'alcool.
Et elle a fait. Chloé, juste un truc, juste pour revenir là-dessus, parce que il y a avoir les connaissances, connaître sa leçon, si je dois caricaturer le truc, Ouais. et puis il y a se croire capable. Ouais. Ce sont quand même deux choses. Donc, il faut quand même connaître les choses. Mais toi, ce que tu dis, ce qui était le plus grand handicap, c'était de ne pas se croire capable, en gros. Ouais, Si ouais, exactement. C'est exactement. Toi, tu pâtissais de ça, exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui a décliqué, en fait, au moment des concours? Je me suis mis dans un mode presque, c'est un peu triste à dire, mais j'ai écouté la même musique, j'avais mes rituels. En fait, je me posais plus de questions. J'avais créé un petit rituel et je me suis mise dans un flow, en fait. Dans un flow de je vais y arriver. Ouais, dans un flow de je vais y arriver, je vais sur un ring de boxe, quoi. Ouais. Et donc, du coup, là, tu te poses plus la question, tu te dis juste que tu veux y aller. Moi, c'était hors de question que je passe une seconde de plus en prépa, mais vraiment, j'étais au bout du rouleau. Donc, j'y suis allée en me disant, de toute manière, en plus, j'avais même plus de target, il fallait juste que je m'en sorte. Et donc, du coup, je me suis mis dans un flow de tu vas faire le mieux que tu peux. Et comme ça, tu te diras à la fin que tu as eu ce qu'il fallait que tu aies. Et on ferme ce fucking chapitre de ta vie. Donc, ça, c'est comme ça. Et donc, effectivement, le flow et le fait de moins se poser de questions, je trouve que ça a permis de casser des inhibitions. Et il y a un autre truc, une autre manifestation dans ma life de ce truc de quand tu te crois pas capable, ça te pète. C'était quand j'ai bossé en finance. En gros, moi je parle anglais depuis que j'ai 3 ans, etc. Et je suis arrivée en finance et j'avais mis bilingue dans mon CV. Ils se sont bien foutus de ma gueule en me disant mais t'es pas du tout bilingue, nanana, tout ça. Et donc du coup leur grand jeu, c'était de se moquer de moi sur chaque micro faute que je pouvais faire en anglais. Et en fait, c'est un stage en finance. Ouais. Okay. Et ce qui a résulté, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, en fait, j'étais incapable d'aligner une phrase aussi simple que I'm fine. Et en fait, ça, et du coup, et c'est un truc qu'on voit vachement dans les langues, l'inhibition versus les désinhibitions. On a bu un verre, on est bilingue espagnol. Ou brésilienne. Portugais. Et du coup, en fait, l'inhibition qu'ils avaient créée chez moi avait complètement, mais à l'inverse, c'est même plus de la progression. Là, c'était de la régression. Et du coup, je trouve que créer un contexte d'apprentissage de travail dans lequel les gens sont en confiance suffisamment pour se sentir capables, c'est là où en fait, les gens peuvent faire des trucs de ouf et aller bien au-delà de ce qu'ils pensent être capables. Et donc, du coup, ça, c'était un peu le truc cœur à Ada, c'était créer un environnement où tu es challengé parce que tu fais avec les autres, mais où tu stresses pas pour que tu puisses mais vraiment t'épanouir quoi, et donner le meilleur côté. Waouh, bravo, c'est magnifique. Et alors du coup, donc on sent bien que ça remonte à une expérience personnelle. C'est ça que tu transformes en fait à travers la Tech School. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi dans cette période de confinement? Comment tu abordes cette question avec les élèves? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que il y a des idées de solutions ou est-ce que ça, comment tu gères leur stress aussi? Enfin, qu'est-ce que tu as engagé au-delà de l'aspect technique de tout le monde peut travailler depuis chez soi? Est-ce qu'il y a des discussions que tu as ouvertes sur ce sujet? Sur le sujet dont on parlait avant, la confiance? Non, pour Corona, vraiment, sur le confinement, maintenant, le moment qu'on est en train de passer, qu'est-ce que ça change pour eux, gérer gérer peut-être l'angoisse, parce que tout le monde, c'est pas facile, enfin, on est tous à un violent storm. C'était ce que je disais, les clôtures LED, les ouvrir aussi les journées avec une ouverture avec tout le monde. On a beaucoup de moments de discussion. On a quand même, mais alors après ça c'est le truc, mais bon, do things that don't scale. On appelle en vrai tout le monde tout le temps pour savoir comment ils vont, etc. Où est-ce qu'ils en sont, si quand ils n'ont pas participé à la journée c'est parce qu'ils ont des problèmes perso ou parce qu'ils font un break, etc. Donc en vérité ça se passe surtout là par de la discussion open. On utilise de ouf aussi tout ce qui est Slack, même pour nous, en fait, ce qu'on fait en termes d'administration, que ce soit communiqué. On tient un journal, chacun a son journal intime et l'écrit, en fait, de qu'est-ce qu'il a fait de sa journée, etc., comment il s'est senti. Donc, en fait, on essaie surtout d'être juste méga transparent sur à la fois comment on se sent
et à la fois ce qu'on produit comme taf au quotidien, quoi. Que ce soit de leur côté ou de nôtre ou les encadrants. All right. Bon, alors j'ai plein de questions de plein de gens. Donc il y a Greg qui demande comment tu as closé des deals avec des boîtes avec les boîtes que tu mentionnais au début. C'est des boîtes qui sont venues nous voir parce qu'on avait une mission d'inclusion, parce qu'on avait une vision notamment des femmes, et c'est un sujet qui touche énormément d'entreprises aujourd'hui, de recruter des femmes. En fait, ces boîtes sont venues nous voir. En fait, et c'est des boîtes qui ont voulu travailler avec nous. Donc, je dirais que le closing des deals a été plutôt simplifié, mais parce qu'en fait, c'est des boîtes qui sont venues pour la mission, pour à la fois, elles, de venir exprimer le fait qu'elle portait ses valeurs. Honnêtement, par exemple, avec notre partenaire Trainline, on fait plein de trucs, on fait des tables rondes, on fait des interviews ensemble, et on s'est approché d'acteurs qui partageaient les mêmes valeurs, quoi. Donc, c'est autour de la mission. Ouais. Qu'est-ce qui t'a orienté vers le choix d'enseigner le code dans ton école? Ça a été un choix, du coup, en fait, c'est comme vous avez dû l'entendre, et tu as dû l'entendre, c'est venu en fait après. L'idée, c'était d'abord l'éducation, l'idée, c'était d'abord un environnement d'apprentissage, etc. Et le code était un prétexte. Pourquoi le code? Déjà parce que quand on crée une école qui est nouvelle, c'est quand même mieux de former à des métiers qui recrutent. Et c'est encore plus facile si ces métiers ils recrutent désespérément. Donc ça, c'était une première chose. Ça, c'est de l'opportunisme. Et puis ensuite, il y avait du moins opportuniste. C'est le code, on parlait d'apprendre à apprendre, on parlait de faire, de créer ensemble. En fait, le code, c'est profondément ça. On programme jamais seul, on programme très souvent avec une équipe. Ou alors son programme va être servi à être réutilisé par d'autres équipes. C'est une matière organique, en fait, le code. Une matière organique qui est reprise par différents artistes qui sont les développeurs. Donc, il y avait cette dimension d'équipe. Il y avait cette dimension d'apprendre à apprendre parce que la technologie, c'est sans cesse en évolution. Apprendre par le faire, créer des outils, des objets, des produits qui sont quand même en train de changer le monde de demain. Donc, il y avait quand même une dimension dans la quête de sens. Mais moi, en fait, on vous donne des outils à Ada qui vous permettent de réaliser ce que vous avez. Vous êtes frustré par le monde d'aujourd'hui, on vous donne des outils pour le changer. Et donc, du coup, voilà, le code rejoignait cette quête de sens, le code rejoignait cette pédagogie d'apprendre à apprendre, d'apprendre avec les autres. Et puis, du coup, c'est quand même plus simple, effectivement, pour signer des deals et effectivement pour placer ses apprenants quand des entreprises, en fait, sont tellement en besoin de développeurs et de développeuses que viennent te voir, quoi. Le chiffre aujourd'hui, c'est 40% des postes créés sont non pourvus. Donc, du coup, c'est quand même apprenez à coder tous et toutes. Venez à Ada parce que vous aurez toutes les chances de trouver un job à la sortie, quoi. Bien payé, qui plus est. Comment créer une école de telle qualité, mais dans des matières qui seraient différentes et diverses? Demande quelqu'un aussi. Sèche. Ouais, ça c'est marrant, c'est un truc créé. Si la question, si je la comprends bien, c'est au-delà du code. Ouais, pas le code. Si tu devais créer un Ada Tech School sur d'autres matières. Du coup, à nouveau, je pense que je reprendrai le prisme sur des métiers porteurs. Voilà, des métiers porteurs. C'est une bonne question. Donc, c'est à nouveau, on se disait, d'ailleurs, la société déposée au nom de Ada Tech School, c'est notre nom commercial, mais la société Ada School, on se dit, on pourra peut-être la développer sur d'autres verticales. Je ne sais pas comment trop répondre à cette question. Nous, en fait, ce qu'on fait avec les qualités, qu'est-ce qu'on peut faire utiliser de ce qu'on crée à Ada Tech School dans dans un autre secteur. On a développé un système de validation de compétences qui sont des badges. Ça pourrait être très bien, copié dans d'autres secteurs. D'ailleurs, les open badges, vous pouvez regarder sur Internet, il y en a dans plein d'autres secteurs, les mathématiques, la physique, etc. Donc, recréer ces mêmes supports de validation de compétences dans un autre métier. Je pense que cette dimension de exercice d'approfondissement et projet de groupe, on pourrait aussi le décliner sur d'autres projets, juste que ça se formerait différemment. Et, le code, pour toi, est-ce qu'il devrait être enseigné dès le CP? Il y a des gens qui bossent très bien dessus. Il y a une boîte qui s'appelle Coloris et Magic Makers qui apprennent aussi à coder. Alors, ça ne sera pas les lignes de code que vous imaginez, vous, dans tous les films et ce qu'on peut voir à Ada. C'est plutôt le réflexe de la programmation, en fait.
En fait, coder, c'est proposer une solution informatique, une solution machine à un problème de la vie réelle, à un problème d'utilisateur. Et donc, du coup, on va en fait dérouler des instructions, dérouler une manière de penser face à ce problème. Dans ce cas-là, vous faites ça, 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 ça. Et en fait, ce mindset de résolution de problème, ce mindset d'instruction algorithmique, en fait, d'une certaine manière, bah, tu peux les faire autre que juste en tapant à coder. Et donc, je pense que c'est surtout ça qui est important d'apprendre à des plus jeunes, c'est comment, en fait, comment on pense la programmation. C'est pas forcément taper les lignes, il y a un outil qui s'appelle très bien, qui s'appelle Scratch là-dessus. Donc, ouais, je pense que c'est important pour que ça fasse moins peur. C'est surtout ça. Et non, parce qu'en fait, je rebondis sur la question de est-ce qu'il y aura un AdaTech School possible sur d'autres matières. Finalement, toi, tu t'es aussi basé sur un sujet qui était très porteur aujourd'hui. C'est-à-dire que tu veux permettre que tout le monde, et comme tu le disais, a besoin de développeurs. Tout le monde cherche des développeurs. Or, ces développeurs se ressemblent tous. Il faut pouvoir y amener de la diversité. Donc, il faut emmener la diversité vers ce qui fera beaucoup des métiers de demain, quoi. Ouais. C'est dans ce sens-là que tu as réfléchi. Ouais, exactement. Super, Chloé. Je pense qu'on arrive à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a des messages que tu voudrais passer aux gens qui nous ont écoutés et à ceux qui nous écouteront ensuite sur YouTube? Alors, le premier message, c'est on fait une rentrée. Alors, le 20 avril, elle sera à distance. Ça va être peut-être un peu short pour ceux qui sont engagés pour 2 ans. Mais le 5 octobre, on a une nouvelle rentrée. Vous connaissez des gens, vous êtes ces personnes-là qui voulaient apprendre la programmation autrement dans un contexte où on va prendre soin de vous. Venez nous voir ou envoyez-les nous à datexchool.fr. Et puis sinon, ça, c'est d'une autre manière. Si le projet vous porte. Nous, on considère qu'on est une communauté. Une communauté, ça vit par ces entreprises avec lesquelles on bosse, avec les encadrants, les développeurs et développeuses qui viennent chez nous. On invite tous les jeudis des personnes de l'extérieur à venir intervenir chez nous sur des sujets hyper diversifiés. Le but, c'est que nos développeurs et nos développeuses, ils prennent de la hauteur, ils arrêtent de coder et ils rencontrent d'autres personnes. Donc, si vous voulez venir un jeudi matin, même en ce moment, c'est hyper facile à organiser avec les lives. Contactez-nous à nouveau sur le site ou chloé@adatexchool.fr et on sera super content de vous rencontrer dans la communauté. Chloé, je pose cette question à tout le monde à chaque fois. Qu'est-ce que tu penses que la crise actuelle va changer et à quoi ressemble le monde après Covid-19? Ouais. C'est hyper dur. Moi, parce que toutes les crises comme ça engage des changements de comportement, des changements surtout de valeurs, en fait, je pense. On se pose beaucoup de questions sur du coup, est-ce que. Enfin, ça permet de là aujourd'hui, moi je trouve que c'est un énorme moment d'introspection sur son sens, ses valeurs, sa conception de la réussite, je pense aussi. Donc, je pense que c'est aussi le bon moment pour que de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles proposent leurs solutions. C'est un peu flou ce que je te dis, mais c'est un bon moment de se poser sur les choses qu'on a envie de régler dans notre vie et dans ce qu'on a envie de construire dans le futur. Et donc, j'espère que ça va créer de la part des personnes surtout. Et on le voit un peu quand même avec beaucoup d'initiatives là sur l'envie de servir, l'envie d'être utile dans cette situation. J'espère que dans le futur, ça va créer des gens qui veulent être, qui se posent plus de questions sur leur utilité. Et surtout, en fait, qui passent à l'action. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'en ce moment, on peut le faire et on le voit, chacun est chez soi. En fait, on est d'une certaine manière, aujourd'hui, on a tous les mêmes moyens pour le faire. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est qu'on a tous des moyens de passer à l'action et de mettre une petite brique pour que le modèle, il change. Voilà. J'ai eu la chance d'être avec toi au Brésil, au carnaval de Rio. Juste avant la déferlante du confinement. Je remercie vraiment le groupe d'avoir organisé ça. On est parti avec quelques entrepreneurs parce que c'était, j'ai l'impression que c'est un bain de foule avant la distanciation sociale. C'est un peu beau. J'y repense avec la larme à l'œil, quoi. Moi, j'avais jamais vu autant de personnes au mètre carré
serrées les unes aux autres. C'est vraiment l'inverse de la distanciation. Il y avait déjà un risque de Covid, hein, parce que c'était pas encore ce que c'était en Italie. Et c'était pas du tout. On y était vraiment 3 semaines avant l'annonce du confinement en France. Mais ça commençait un petit peu. Enfin, un petit peu. On savait qu'il y avait un immense risque qui était en train de se profiler, mais on était quand même là au beau milieu de la foule. C'était un bon moment. Du coup, j'ai envie de faire une dédicace au Brésil et à ce moment de bain de foule en mettant une chanson qui était la chanson de ce moment-là. Je sais pas si tu te rappelles.